Les recrues se moquaient du vieux portier, jusqu'à ce que le sous-lieutenant l'appelle colonel. Dans une petite ville nichée entre collines et champs tranquilles du centre de la France, se trouvait une caserne militaire à l'allure austère, faite de murs gris usés par le temps et de volets toujours fermés. C'était un lieu où régnait une discipline silencieuse, entrecoupée uniquement par le bruit régulier des bottes frappant le sol aux premières heures du matin. C'est là que, chaque année, arrivait un nouveau contingent de jeunes recrues, certains à peine sortis de l'adolescence, d'autres un peu plus endurcis par les aléas de la vie civile, mais tous partageant un mélange palpable d'excitation et d'incertitude. Leur visage, encore lisse, était marqué par le contraste entre le rêve du prestige militaire et la rudesse inattendue des premiers jours d'instruction. Le premier homme qu'ils voyaient, en franchissant le portail massif de fer forgé, n'était ni un sergent au regard sévère, ni un officier charismatique au discours motivant. Non, c'était un vieil homme maigre, presque effacé par le décor, qui se tenait droit mais sans arrogance près de la guérite. Il portait un manteau d'un autre temps, soigneusement boutonné, et un béret noir parfaitement ajusté. Ses gestes étaient mesurés, sa voix à peine audible mais toujours polie. Il ouvrait le portail chaque matin à 6 heures précises, sans un mot de plus que le nécessaire. Les recrues, dans leur ignorance première, le connaissaient simplement sous le nom de Monsieur Louis. Aucun grade, aucune distinction. Juste Louis, le vieux concierge. Très vite, les jeunes soldats commencèrent à observer ses habitudes. Il nettoyait la cour avec une régularité presque cérémoniale, portait toujours les mêmes souliers lustrés et saluait chaque supérieur avec un respect muet, baissant légèrement la tête. Aux yeux des recrues, il n'était qu'un fantôme, du passé, une sorte d'accessoire du décor militaire. Certains, comme Théo ou Julien, commencèrent même à plaisanter à son sujet dès les premiers jours. Sa silhouette frêle, sa démarche lente et son air perpétuellement calme leur semblaient presque caricaturaux. Ils le surnommèrent bientôt à voix basse « le monument » ou « le vestige ». Mais Louis ne réagissait jamais. Pas une remarque, pas une réprimande, pas même un froncement de sourcils. Il continuait simplement son travail, inlassablement comme s'il n'entendait rien ou plus mystérieusement, comme si cela lui était parfaitement égal. Ce mutisme, loin d'apaiser les recrues, éveillait chez eux une certaine moquerie, nerveuse. Ils ne comprenaient pas cette absence de réaction, et cela nourrissait leur légèreté déplacée. Le premier soir au réfectoire, les discussions tournèrent déjà autour de lui. Baptiste, un jeune Parisien à la langue bien pendue, lança « Vous avez vu le concierge ? On dirait un fantôme échappé d'un vieux film de guerre. » Quelques rires étouffés suivirent. Julien renchérit, mimant la démarche du vieil homme, bras croisés dans le dos, avançant à petits pas. Théo, un peu plus réservé, sourit sans oser ajouter quoi que ce soit. Le ton était donné. Pour eux, Monsieur Louis n'était qu'un détail pittoresque du décor militaire. Le lendemain, les plaisanteries reprirent, discrètement glissées entre les exercices de course et les corvées de nettoyage. Pourtant, malgré leur insouciance, les jeunes notèrent rapidement que certains anciens évitaient de rire ou de participer à ces moqueries. Le caporal Chevrier, notamment, un homme d'une quarantaine d'années, gardait un silence pesant chaque fois que le sujet du concierge était abordé. Il se contentait de secouer la tête en soupirant, comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Et puis il y avait le subalterne Morel, un homme droit, rigide même, au regard dur et aux ordres tranchants. Il ne parlait jamais plus que nécessaire, et son autorité ne souffrait aucune contestation. Lorsqu'un matin glacial, Julien, passant près du portail, lança un « Bonjour, mon colonel », sarcastique à l'adresse de Louis, Morel s'arrêta net dans son inspection. Il tourna lentement la tête, fixa Julien sans un mot, puis ses yeux se posèrent sur Louis. Ce dernier, comme toujours, ne réagit pas. Il se contenta d'ouvrir le portail, salua d'un bref mouvement de tête et retourna à son poste. Morel, lui, s'approcha de Julien, le regarda de haut en bas et déclara d'un ton froid « Soldat, il serait sage de mesurer vos paroles dans ce lieu. Vous n'avez aucune idée de celui que vous raillez. » La phrase tomba comme une enclume sur le groupe. Aucun nom, aucune explication, mais un avertissement clair, cinglant, qui mit fin immédiatement au ricanement. Julien, d'abord déconcerté, tenta de plaisanter à nouveau une fois Morel parti, mais l'ambiance avait changé. Quelque chose dans le ton de l'officier avait semé une graine de doute. Qui était vraiment ce vieil homme? Pourquoi Morel, si peu enclin à l'émotion, s'était-il donné la peine d'intervenir pour lui?
La routine reprit son cours, mais une tension imperceptible commença à s'installer. Les regards se firent plus furtifs, les plaisanteries moins fréquentes. Louis, lui, n'avait rien changé à ses habitudes. Toujours là à l'aube, toujours silencieux, toujours invisible et pourtant impossible à ignorer. Et dans l'esprit de quelques-uns, notamment Théo, une curiosité nouvelle germait, discrète mais tenace. Car dans ce vieux corps effacé, dans ce silence si volontaire, il y avait peut-être plus qu'un simple concierge. Il y avait peut-être une histoire que personne n'avait encore pris la peine d'écouter. Le matin suivant, un brouillard épais recouvrait la cour de la caserne, rendant les silhouettes fantomatiques. La cloche du réfectoire venait de retentir, appelant les recrues au rassemblement, tandis qu'ils se dirigeaient vers la zone de formation. Leurs pas résonnaient dans le silence cotonneux, coupés uniquement par quelques souffles courts et des grommellements discrets. Le froid de cette matinée semblait s'immiscer jusque dans les os, mais cela n'empêcha pas un groupe de jeunes soldats de trouver dans l'atmosphère glaciale une occasion de se divertir aux dépens d'un autre. Et leur cible, une fois de plus, fut le concierge. Julien, toujours à l'affût d'une occasion pour se faire remarquer, marcha à reculons devant le portail, mimant avec une précision ironique la posture du vieux Louis. Dos courbé, mains croisées derrière le dos, pas lent et mesuré. Il marmonna quelques mots dans une voix chevrotante inventée, parodiant le ton discret du concierge. Théo rit sous cape, bien qu'il jetât un regard inquiet autour de lui, vérifiant que personne de gradé n'assistait à la scène. Baptiste, hilar, tapa des mains, tentant de contenir son éclat de rire. Il ajouta « On dirait qu'il va s'effondrer au moindre coup de vent. Il est né avant la Seconde Guerre ou quoi ?» Ces moqueries, d'abord contenues, se répandirent par vagues. Quelques autres recrues, attirées par le tumulte discret, s'arrêtèrent pour observer, certaines esquissant un sourire, d'autres détournant le regard avec un malaise croissant. Julien continua, prenant un vieux balai abandonné et le tenant comme une canne imaginaire, avançant en boitant d'un air caricatural. « Permission de traverser, colonel Poussière », lança-t-il, déclenchant une nouvelle salve de rire. Mais Louis, qui se tenait à quelques mètres de là, en train de vérifier la serrure du portail, ne fit aucun geste. Il leva les yeux, lentement, et les posa un instant sur Julien. Pas de colère, pas de reproche, seulement une expression neutre, presque absente, comme si la scène ne le concernait pas. Puis il se retourna, effaçant sa silhouette dans le brouillard, marchant avec cette même régularité presque rituelle. Le silence soudain qui suivit cette réaction inattendue fut presque plus dérangeant que les rires précédents. Théo se racla la gorge et baissa les yeux, soudain mal à l'aise. Baptiste, les bras encore croisés, tenta un sourire qui mourut rapidement. Julien, lui, semblait chercher l'approbation du groupe, mais ne rencontra que des regards fuyants. Ce n'est que lorsqu'ils se dispersèrent, croyant l'incident clos, qu'une voix grave et calme brisa l'air. « Soldat Julien !» Ils se figèrent. Le subalterne Morel était là, sorti de nulle part, droit comme une lame, main croisée dans le dos. Son regard était froid, fixe, et il n'avait pas besoin de hausser le ton pour capturer toute l'attention. Julien se redressa, balbutiant un « mon subalterne », sans grande conviction. Morel s'approcha d'un pas lent. Il ne regardait pas Julien, mais fixait le point où Louis avait disparu dans la brume. Puis il parla, sans hausser le ton. « Il y a dans ce métier des hommes qui méritent de plus que votre rire. Ce que vous ignorez peut peser plus lourd que vos galons à venir. » Un silence pesant suivit cette déclaration. Aucun mot de plus, aucune explication, aucun nom prononcé. Juste cette phrase, jetée comme une pierre dans l'eau calme de leur ignorance. Puis Morel tourna les talons et repartit, ses bottes résonnant dans la cour humide. Julien, décontenancé, ne bougea pas tout de suite. Il tenta un rire nerveux, mais personne ne réagit. Même Baptiste, pourtant toujours prêt à ajouter de l'huile sur le feu, semblait figé, les bras ballants. Pendant le déjeuner, le sujet de Louis revint, mais cette fois sur un ton plus prudent. Théo, la voix plus basse que d'habitude, glissa « Vous pensez qu'il a été militaire avant ?» Julien, piqué dans son orgueil, répondit « Et alors, même s'il l'a été, maintenant, il n'est qu'un concierge. » Baptiste hocha la tête, mais sans réelle conviction. L'ombre de l'intervention de Morel planait sur leurs paroles. Dans les jours qui suivirent, les moqueries cessèrent presque totalement, remplacées par un silence curieux. Les regards se faisaient plus insistants chaque fois que Louis passait. Il était désormais une énigme ambulante, un mystère que personne n'osait plus provoquer directement.
Les jeunes, autrefois arrogants, semblaient avoir ressenti pour la première fois qu'il y avait dans ce vieil homme quelque chose d'intangible, une aura que même leur insouciance ne pouvait totalement ignorer. Et pourtant, malgré cette tension nouvelle, Louis ne changea rien. Toujours les mêmes gestes, la même ponctualité, la même discrétion. Il saluait poliment les officiers, ouvrait et fermait les grilles à l'heure exacte, balayait les feuilles mortes dans la cour avec la même minutie. Son silence était plus lourd maintenant, non pas par ce qu'il disait, mais par ce qu'il contenait. Il devenait impossible de le regarder sans se poser de questions. Qui était-il vraiment? Pourquoi était-il encore ici, dans une caserne, qu'il semblait connaître jusqu'au moindre détail, mais dans laquelle il ne revendiquait aucun rôle autre que celui de simple concierge? Cette incertitude devint un ferment d'inquiétude et de fascination. Les jeunes recrues, qui jusque-là n'avaient vu en lui qu'un vieillard inoffensif, se retrouvaient face à un vide d'informations qu'ils ne savaient comment combler. Et chaque jour, Louis ajoutait à ce mystère non pas par ses mots, mais par son mutisme obstiné, par cette façon d'être à la fois présent et invisible, imposant sans jamais exiger. Ainsi, au cœur de cette caserne battue par le vent et le silence, les rires cédèrent la place au doute. Et le doute, à son tour, s'apprêtait à ouvrir les portes d'un passé que nul ne soupçonnait. Le vent soufflait fort ce jour-là sur la cour principale, faisant claquer les drapeaux au sommet du mât central et soulevant par moments des tourbillons de poussière entre les rangées de bâtiments gris. La routine de la caserne battait son plein entre exercices physiques et corvées ménagères. Mais dans l'ombre de cette activité constante, une tâche particulière avait été confiée à quelques recrues, ranger les archives du vieil entrepôt attenant à l'ancienne salle. Les transmissions, une pièce oubliée, poussiéreuse, remplie de cartons marqués de dates passées, dossiers jaunis et photographies en noir et blanc, presque effacés par le temps. Théo faisait partie du petit groupe désigné pour cette mission, accompagné de Julien et d'un autre jeune soldat nommé Loïc, discret et méthodique. Le lieu avait quelque chose de solennel, comme si chaque boîte refermait des fragments d'un temps révolu qu'on n'osait pas déranger. Les jeunes, peu habitués au silence, commencèrent par plaisanter en manipulant les vieux objets. Un téléphone à cadran, des cartes d'état-major défraîchies, une machine à écrire cassée. Mais peu à peu, leur humeur se modéra, comme si le lieu imposait le respect à mesure qu'ils s'enfonçaient dans ses recoins. Alors qu'il déplaçait un carton récalcitrant, Théo fit tomber un petit cadre en bois caché derrière une pile de dossiers. Le verre était fendu, mais l'image restait intacte. Une photographie ancienne, légèrement ternie, représentant un groupe d'hommes en uniforme, posant devant un bâtiment de type colonial, visiblement en territoire étranger. Tous étaient jeunes, droits, l'expression sérieuse. Mais ce qui glaça Théo, ce fut le regard d'un homme au centre de l'image. Il portait une casquette d'officier supérieur et arborait plusieurs décorations brillantes sur sa poitrine. Son visage, bien que plus jeune, semblait étrangement familier. Très vite, Théo appela Julien. Ensemble, ils scrutèrent la photo, cherchant à confirmer ce qu'ils pressentaient déjà. « Tu trouves pas qu'il ressemble à Louis ?» demanda Théo, à voix basse, comme s'il craignait d'être entendu par les murs. Julien s'approcha, fronça les sourcils, observa de plus près. C'est vrai que le menton, les yeux et cette manière de se tenir droit, c'est lui, non? Ils retournèrent le cadre, espérant y trouver une annotation, et ce fut le cas. Au dos, écrit d'une main soignée, une légende indiquait simplement « Colonel Louis Dufresne, Afrique du Nord, 1984 ». Le silence s'épaissit soudain autour d'eux. Le nom déjà familier prenait une toute autre dimension. Julien s'assit sur une caisse, fixant l'image, secoué par une vague d'incrédulité. « Colonel? Attends, ça veut dire que ce vieux qu'on imite depuis des jours, c'était un colonel, un vrai ?» Théo ne répondit pas immédiatement. Il ouvrit une autre boîte, au hasard, et découvrit une série de documents estampillés de cachets militaires, classés confidentiels, mais visiblement oubliés depuis des années. Ils parcoururent en silence les premières pages. Tout y était. État de service, lettres de recommandation, extraits de missions menées sous haute tension, stratégie signée de sa main. Le nom apparaissait partout. Louis Dufresne. Des annotations en marge indiquaient qu'il avait servi dans des zones sensibles, contribué à des négociations critiques et reçu plusieurs décorations nationales.
Ce n'était pas un homme quelconque. C'était un acteur de premier plan, un stratège reconnu, un officier que les archives elles-mêmes traitaient avec une révérence palpable. Julien, incapable de rester assis, se leva brusquement. Mais pourquoi il est là? Pourquoi faire? Le concierge Situaz était colonel? Ça n'a aucun sens. Théo referma lentement le dossier, les yeux rivés sur la couverture. Peut-être qu'il a ses raisons, peut-être qu'il ne veut pas qu'on sache. Une tension nouvelle s'installa entre eux. Ils savaient qu'ils venaient de découvrir quelque chose de plus grand qu'eux, un pan entier de vérité que personne ne leur avait livré. Julien, toujours plus impulsif, voulait tout dire, montrer la photo aux autres, confronter Louis. Mais Théo, plus réfléchi, le retint. Non, pas encore. On doit réfléchir. On ne sait pas tout. Ce n'est pas une histoire qu'on peut balancer à la cantine. Ils décidèrent de remettre la photo en place, sans la briser davantage, et de cacher le dossier au fond d'une étagère, derrière des cartons anonymes. Rien ne devait paraître déplacé. En quittant la salle, Julien ne pouvait s'empêcher de regarder autour de lui, comme s'il craignait que Louis surgisse de l'ombre, les ayant surpris à fouiller dans son passé. Mais Louis n'apparut pas. Fidèle à lui-même, il était resté invisible. Ce fut seulement plus tard, en fin d'après-midi, qu'ils le virent traverser la cour, comme chaque jour, balayant quelques feuilles près du portail. Les mêmes gestes, la même posture. Mais désormais, ni Théo ni Julien ne le regardèrent de la même manière. Il était devenu autre, non pas parce qu'il avait changé, mais parce qu'il savait, ou du moins, il commençait à comprendre. Et cette compréhension nouvelle, teintée d'un respect silencieux et d'un malaise persistant, ne ferait que croître dans les jours à venir. Car plus ils y pensaient, plus ils réalisaient qu'ils ne savaient rien de cet homme qui ouvrait chaque matin les grilles de leur quotidien. Rien sinon qu'il portait dans son silence un passé que la poussière n'avait pas effacé. Le jour suivant, une tension subtile semblait avoir pris possession de la caserne. Le vent soufflait avec une âpreté inhabituelle, soulevant de la poussière entre les dalles, et les drapeaux battaient avec une vigueur presque menaçante. Théo et Julien, depuis leur découverte, ne voyaient plus Louis de la même manière. Chaque mouvement du vieil homme, chaque geste apparemment anodin, devenait une source d'observation minutieuse. Il devenait évident que celui qu'ils avaient moqué avec tant de désinvolture n'était pas un simple employé affecté à la logistique. Leur perception avait basculé. Pourtant, la vérité qu'ils avaient effleurée restait cloîtrée dans leur silence, comme une braise qu'on hésite à raviver. Julien, dont l'orgueil avait été piqué à vif, n'en pouvait plus de cette incertitude. Sa nature impulsive ne tolérait pas les zones d'ombre. Il passait ses soirées à repenser à cette photo, à ce nom, à ces documents qui n'auraient jamais dû être trouvés. Son agitation devenait visible, et même les autres recrues commencèrent à remarquer qu'il semblait différent, plus distrait, moins sûr de lui. Un soir, alors que le repas touchait à sa fin et que les jeunes soldats traînaient dans la cour pour profiter des derniers instants de lumière, Julien se redressa brusquement et, sans consulter Théo, se dirigea droit vers le poste de garde. Louis était là, comme toujours. Il semblait occupé à refermer soigneusement un petit carnet qu'il rangeait dans la poche intérieure de sa veste. Julien s'approcha avec un sourire qui se voulait naturel, mais son regard trahissait son trouble. Il posa les mains dans les poches de son pantalon, comme pour se donner une contenance, et s'arrêta à quelques pas du vieil homme. Louis leva les yeux, le salua d'un hochement de tête discret, puis retourna à sa tâche. Julien tout sauta légèrement, puis lança d'un ton faussement léger. « Dites, monsieur Louis, ça fait combien de temps que vous êtes ici, à la caserne ?» La question, apparemment anodine, masquait une véritable tentative de confrontation. Louis ne se retourna pas tout de suite. Il termina de verrouiller la grille, puis répondit avec son calme habituel, « Assez longtemps pour savoir que chaque génération pense découvrir quelque chose de nouveau. » Julien haussa un sourcil, intrigué. « Et avant ça, vous étiez militaire, non ?» Un bref silence suivit, comme un souffle suspendu dans l'air froid. Louis tourna alors lentement la tête vers lui. Ses yeux, d'un gris pâle, portaient une fatigue qu'on ne feignait pas. Il ne souriait pas, mais son visage n'était pas fermé non plus. Il répondit simplement « J'ai accompli mon devoir, garçon. » Rien de plus, aucune mention, de grade, de décoration, ni d'histoire de guerre. Juste cette phrase livrée avec une tranquillité qui confondit Julien. Ce dernier, frustré par la réponse, tenta de relancer.
Vous étiez haut gradé, c'est ça? On dit que les anciens comme vous ne disparaissent jamais vraiment. Mais Louis, cette fois, ne répondit pas. Il tourna les talons, se dirigea vers la petite cabane attenante au portail et s'y enferma sans bruit. Julien resta figé quelques secondes désorienté, puis s'éloigna lentement, le regard trouble. De retour dans le dortoir, il retrouva Théo qui l'attendait visiblement nerveux. « Tu lui as parlé ?» demanda-t-il à voix basse. Julien acquiesça. « Ouais, il ne dit rien. Il sait qu'on sait, j'en suis sûr. Mais il ne nie pas. Il confirme sans confirmer. C'est insupportable. » Théo resta pensif. Peut-être que c'est voulu. Peut-être qu'il n'a jamais eu l'intention de se cacher. Il attend juste qu'on arrête de chercher. Le lendemain, les rumeurs commencèrent à circuler plus activement. Bien que Théo et Julien n'aient rien dit de précis, leur attitude éveilla la curiosité des autres. Baptiste, toujours prompt à flairer les secrets, interrogea directement Julien au réfectoire. « Alors, tu sais quelque chose à propos du vieux Louis ? On dirait que tu l'observes comme un espion. » Julien balaya la question d'un geste, mais son silence en disait long. D'autres commencèrent à se poser des questions. Pourquoi Louis connaissait-il chaque recoin de la caserne mieux que les officiers en poste? Pourquoi certains anciens le saluaient avec une déférence presque inconsciente? Pourquoi le subalterne Morel, d'ordinaire peu patient, n'avait-il jamais élevé la voix contre lui, alors qu'il le faisait pour les moindres erreurs des jeunes recrues? La curiosité se mua rapidement en une forme de méfiance. Les plaisanteries revinrent, mais teintées cette fois d'une nervosité palpable. Julien, frustré par son échec, tenta de relancer quelques moqueries lors d'un entraînement, imitant la voix de Louis avec un ton plus acide qu'amusé. Les rires furent moins nombreux. Un malaise s'était installé, une barrière invisible entre eux et ce vieil homme silencieux dont le passé semblait les toiser depuis l'ombre. Louis, quant à lui, continuait son rituel quotidien avec la même constance. Il balayait les feuilles, ouvrait les portails, notait les entrées et sorties. Mais ceux qui le regardaient attentivement pouvaient désormais percevoir de légères nuances, une fatigue plus marquée dans les épaules, un regard plus long lorsqu'il observait les jeunes soldats, comme s'il attendait qu'ils comprennent quelque chose qu'ils n'exprimeraient jamais à voix haute. Et au cœur de cette attente muette, les recrues, bien malgré elles, commençaient à se transformer. Le rire facile laissait place au doute, la moquerie au questionnement. Julien, autrefois si sûr de lui, en venait à observer Louis avec une perplexité qu'il n'aurait jamais cru possible. Car face à ce mur de silence, ce refus obstiné de livrer la moindre justification, il se retrouvait démuni, confronté à une dignité qu'aucune provocation ne pouvait atteindre. Le début de semaine apporta un climat morose, et la pluie battante qui tambourinait sur les vitres renforçait encore l'impression de confinement à l'intérieur des murs gris de la caserne. Le bruit monotone des gouttes s'écrasant sur les toits métalliques rythmait la journée d'instruction comme une horloge invisible. Ce matin-là, le subalterne Morel, d'un ton tranchant, assigna une nouvelle tâche à quelques recrues. Une opération de réorganisation complète de la salle de commandement secondaire, un local poussiéreux où s'amoncelaient dossiers, boîtes et matériel obsolètes. Les documents administratifs accumulés depuis des années devaient être triés, classés ou détruits selon leur pertinence. Théo fut choisi parmi les volontaires désignés d'office, accompagné par Loïc et Baptiste. Julien, occupé à une autre corvée, fulmina intérieurement de ne pas pouvoir assister à ce nouveau potentiel moment de découverte. Depuis leur confrontation avortée avec Louis, Théo conservait une certaine tension, un sentiment diffus qu'il se rapprochait d'une vérité lourde, enfouie sous les couches d'oubli. L'idée de fouiller des archives sans surveillance directe alimentait sa curiosité avec une intensité nouvelle. La salle de commandement, bien que abandonnée, comme espace de travail quotidien, était dotée d'une atmosphère lourde, presque sacrée. Les murs étaient couverts de plans militaires désuets, des tableaux où s'alignaient des noms effacés, des horaires, des codes. Les meubles en bois massif sentaient l'humidité et le vieux papier. Derrière un rideau de poussière, Théo découvrit une armoire cadenassée, mais dont la serrure céda après quelques tentatives maladroites. Il y trouva plusieurs chemises à élastique, dont l'une, particulièrement ancienne, était marquée d'un insigne familier, celui de la Légion d'honneur imprimée sur un coin supérieur. Sans prévenir les autres, Théo se glissa dans un coin isolé et ouvrit doucement le dossier. Il ne contenait ni rapport technique ni bulletin logistique, mais des documents scellés,
des courriers dactylographiés, des extraits de journaux internes et surtout des fiches biographiques. L'un des premiers feuillets portait un nom, qu'il reconnaîtrait désormais entre mille, Louis Dufresne. Son cœur se mit à battre plus fort alors qu'il parcourait la première page, où figuraient dates de promotion, affectations successives, décorations reçues, citations officielles. L'homme avait servi sur plusieurs théâtres d'opération, notamment au Liban, en Afrique de l'Ouest et dans les Balkans. Mais ce n'était pas tout. Un mémo confidentiel attirait l'attention de Théo. Il s'agissait d'un rapport, d'évaluation rédigé par un général aujourd'hui à la retraite, soulignant l'intelligence stratégique exceptionnelle de Dufresne, sa capacité à anticiper les mouvements ennemis et à mener des négociations complexes en zones hostiles. On y lisait en toutes lettres « Officier d'une rigueur morale inébranlable », refusa toute promotion au-delà du grade de colonel par conviction personnelle, incorruptible. Ces mots frappèrent Théo comme une vérité absolue. Il n'avait plus de doute. Ce vieil homme effacé, que tous avaient méprisé sans réfléchir, avait un passé dont la grandeur dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Plus bas, une lettre manuscrite visiblement personnelle, émanant d'un autre haut gradé, remerciait le colonel Dufresne pour ses années de service, évoquant son départ à la retraite avec émotion, et l'assurant qu'il serait toujours le bienvenu dans toute installation militaire du pays. L'homme, qui n'existait plus que comme une silhouette discrète près du portail, avait été un pilier invisible de la défense nationale. Théo referma le dossier avec précaution, le cœur serré. Il savait que révéler ce qu'il avait trouvé bouleverserait l'équilibre fragile qui s'était instauré dans la caserne. Il regarda autour de lui, guettant les autres recrues, mais Loïc et Baptiste semblaient absorbés par un autre tas de papiers. Il décida alors de cacher à nouveau le dossier, le glissant derrière une rangée de classeurs anodins, camouflés comme il l'avait été pendant des années. Toute la journée, il resta silencieux, envahi par une forme de respect profond, presque sacré. À la cantine, il observa Louise à distance. Le vieil homme mangeait seul, comme toujours, d'un geste lent mais ordonné. Il s'arrêtait parfois, levait les yeux vers les autres tables sans expression particulière, puis replongeait dans son assiette. Théo, maintenant, comprenait. Ce n'était pas un homme brisé par le temps, mais un homme qui avait choisi le silence comme ultime déclaration. Un homme qui refusait les honneurs autant que la pitié, préférant l'humilité à la reconnaissance. Le soir venu, il se confia à demi-mot à Julien, lui révélant simplement qu'il avait trouvé la confirmation de leurs soupçons. C'est bien lui, et ce qu'il a fait, c'est énorme. Il n'a jamais voulu qu'on le sache. Julien, d'abord excité, comprit vite que ce savoir venait avec une responsabilité. Il ne pouvait pas traiter cette information comme un simple sujet de commérage. Elle appartenait à un homme qui, pour une raison que seul lui connaissait, avait choisi l'ombre au lieu de la lumière. Dans les jours qui suivirent, Théo observa attentivement les interactions entre Louis et les autres. Il nota la manière dont certains officiers plus anciens semblaient éviter son regard, comme s'ils savaient, mais respectaient son choix. Il vit aussi comment Morel, bien que toujours strict, baissait très légèrement la tête chaque fois qu'il passait devant. Le vieil homme. Ce geste infime disait tout, et Théo, désormais conscient du poids de cette vérité, décida de garder le secret encore un peu, non par peur ni par lâcheté, mais par respect. Il attendrait le bon moment, celui où les mots seraient inutiles, celui où les actes parleraient d'eux-mêmes. Car il avait compris que dans l'univers de Louis Dufresne, le silence n'était pas absence mais langage. L'air était vif ce matin-là, chargé de l'humidité de la nuit, et les nuages, lourds, traînaient bas sur les toits de la caserne. La routine militaire se poursuivait avec une rigueur implacable. Mais sous la surface des gestes mécaniques et des ordres aboyés, un changement imperceptible s'était opéré dans l'attitude de plusieurs recrues. Théo, depuis sa découverte, agissait avec une réserve nouvelle. Julien, bien que toujours aussi vif et prompt à l'ironie, semblait tourmenté par une tension qu'il ne parvenait pas à dissimuler complètement. Baptiste, lui, oscillait entre ignorance volontaire et bribes de soupçons qu'il refusait de formuler clairement. Ce fut au cours d'une séance d'entraînement physique dans la cour centrale que l'incident se produisit. Le sergent d'exercice avait quitté le terrain un instant, laissant le groupe seul pour quelques minutes d'échauffement libre. Julien, transpirant et excité par l'énergie de l'exercice, trouva un vieux balai appuyé contre le mur et d'un geste instinctif s'en empara pour lancer une nouvelle imitation de Louis.
Il adopta une posture voûtée, coinça le manche, du balai sous son bras comme s'il s'agissait d'une canne, et se mit à marcher lentement en traînant les pieds. D'une voix tremblotante, il lança « Messieurs, ne faites pas de bruit, nous devons respecter le silence sacré du portail. » Quelques rires fusèrent autour de lui. Même ceux qui avaient commencé à douter ne purent s'empêcher de sourire. Il y avait dans l'imitation quelque chose de si absurde, si caricatural, que le rire semblait être une réaction spontanée. Baptiste, encouragé, fit mine de chercher un trousseau de clés imaginaires, puis ajouta « Et n'oubliez pas, jeunes gens, je surveille tout, même dans l'ombre. » D'autres se joignirent, riant plus par nervosité que par véritable moquerie, comme si cet éclat de dérision servait à évacuer une tension qu'ils ne comprenaient pas complètement. Mais soudain, le silence tomba comme une lame. Une ombre venait de se détacher du bâtiment administratif et avançait lentement dans leur direction. C'était le subalterne Morel. Il n'avait rien dit, rien crié. Il observait, ses bras croisés dans le dos, son visage impassible, ses yeux perçants fixés sur la scène qu'il venait de surprendre. Le groupe se figea instantanément. Julien, encore dans sa posture grotesque, comprit trop tard. Il laissa tomber le balai, se redressa, essaya de réajuster son expression. Mais le mal était fait. Morel s'approcha sans précipitation, le silence autour de lui plus pesant que les cris les plus sévères. Il dépassa Julien sans lui adresser un regard, se dirigea vers le vieux portail où, sans que personne ne l'ait remarqué, Louis était justement en train de refermer la grille après un passage. Il y eut un bref échange de regards entre les deux hommes. Louis hocha doucement la tête, comme pour dire qu'il n'y avait rien à faire, rien à dire. Morel répondit par un très léger signe de tête. Puis, il se tourna lentement vers les recrues qui attendaient, figés, comme des enfants pris en faute. Sa voix, quand elle s'éleva enfin, était calme. Pas de cris, pas de menaces. Juste une phrase, tranchante comme une lame. « Vous êtes en train de rire d'un héros. Le colonel Dufresne mérite plus que vos grimaces. Il mérite votre respect. » Un frisson parcourut les rangs. Le mot « colonel » claqua dans l'air comme un coup de tonnerre. Plusieurs recrues se regardèrent, confuses, incrédules. Baptiste blêmit. Julien baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de Morel. Le silence qui suivit cette déclaration fut plus lourd que le plus sévère des sermons. Aucun mot ne fut ajouté. Morel tourna les talons et retourna vers le bâtiment, sans se presser. Louis lui referma le portail avec la même lenteur méthodique, puis s'éloigna, courbé, les mains croisées dans le dos, indifférent en apparence au tumulte silencieux qu'il laissait derrière lui. Ce fut comme un coup porté au cœur de la caserne. Le nom avait été prononcé. Le grade avait été confirmé. Il n'y avait plus de place pour le doute ou les suppositions. Le vieil homme que l'on raillait depuis des jours, que l'on imitait pour passer le temps, n'était autre qu'un ancien colonel de l'armée française. Pas un simple gradé, mais un officier respecté, honoré, que le subalterne lui-même considérait avec une déférence manifeste. La nouvelle se propagea à la vitesse de l'éclair. Les recrues, jusqu'alors insouciantes, furent frappées d'un mélange de honte et de surprise. Ceux qui avaient ri n'osèrent plus croiser le regard de Louis. Même les plus sceptiques comprirent qu'il ne s'agissait pas d'une simple exagération. Le silence de Louis prenait désormais une autre dimension. Ce n'était pas le mutisme d'un vieillard effacé, mais la retenue d'un homme dont le passé imposait un respect naturel. Julien, plus que les autres, sembla écrasé par le poids de cette révélation. Toute son arrogance s'était effondrée. Il ne mangeait plus avec les mêmes plaisanteries, ne se levait plus avec la même énergie. Il traînait des pieds, comme abattu. Une nuit, Théo le surprit assis seul à l'extérieur, sous la pluie fine, les yeux perdus dans le vide. « Tu crois qu'il nous déteste ?» demanda-t-il sans détour. Théo, assis à côté de lui, répondit sans hésiter « Je crois qu'il nous a déjà pardonné. Sinon, il n'aurait jamais laissé passer tout ça sans rien dire. » Ce soir-là, pour la première fois, un groupe de jeunes soldats comprit que l'honneur ne résidait pas dans les grades criés ou les décorations étalées, mais dans la manière de marcher droit, même sous le feu des moqueries. Louis Dufresne, en acceptant d'être le gardien silencieux d'une porte qu'il aurait pu traverser en héros, leur enseignait une leçon que les manuels d'instruction n'auraient jamais pu leur offrir. Et cette leçon, plus profonde que toutes les simulations de combat, allait rester gravée en eux, bien plus durablement que n'importe quelle instruction militaire.
Les jours qui suivirent l'intervention du subalterne Morel s'écoulèrent dans une atmosphère profondément modifiée. Le changement ne se fit pas avec fracas, mais il fut total, palpable dans chaque recoin de la caserne. Les rires avaient déserté les couloirs, remplacés par une retenue pesante, presque solennelle. Ce n'était pas la peur d'une sanction qui avait muselé les recrues, mais la prise de conscience brutale qu'elles avaient touché du doigt quelque chose de bien plus grand qu'elles. Louis Dufresne n'était plus seulement le vieil homme discret au portail. Il était devenu un miroir, reflétant leur propre immaturité, leur précipitation à juger, leur incapacité à voir au-delà des apparences. Théo, Julien, Baptiste et les autres n'échangeaient plus que des regards embarrassés quand ils croisaient Louis. Aucun n'osait plus lui adresser la parole sans y mettre une prudence presque excessive. Certains détournaient même les yeux. Louis, pour sa part, ne changea rien à ses habitudes. Il continuait à ouvrir le portail chaque matin à la même heure, à balayer les abords de l'entrée avec la même application silencieuse, à noter les entrées dans le registre posé sur sa table, comme s'il n'avait rien entendu, rien vu, rien ressenti. Et c'était justement ce calme immuable qui rendait le silence encore plus lourd. Julien, pourtant d'un tempérament habituellement bruyant, devint l'un des plus silencieux. Il ne parvenait pas à digérer la scène du terrain d'entraînement. Chaque fois qu'il croisait Louis, il se rappelait la manière dont il l'avait tourné en ridicule, et la honte lui serrait la gorge. Il tenta à plusieurs reprises d'approcher le vieil homme pour lui adresser quelques mots, mais à chaque fois, il se ravisait, comme si aucun mot ne pouvait réparer ce qui avait été brisé. Un après-midi, alors que la plupart des recrues étaient rassemblés pour un exercice de coordination, Théo se retrouva seul à devoir transporter des cartons vers le bureau de la logistique. Il dut passer par le poste de garde, où Louis était assis lisant un journal. Lorsqu'il franchit la porte, leurs regards se croisèrent brièvement. Théo s'arrêta, hésita, puis décida de briser la glace. Il s'approcha lentement, posa son carton sur le sol et dit simplement « Monsieur Louis, je voulais dire, je suis désolé. » Louis leva les yeux, le fixa longuement, sans expression ni animosité. Puis, après quelques secondes de silence, il hocha la tête une seule fois sans un mot. Théo comprit que c'était suffisant. Il reprit son carton et s'éloigna, soulagé, comme si ce petit geste avait allégé un fardeau invisible. Peu à peu, ce type d'interaction se répéta. Non pas des excuses en cascade, mais de petites attentions, discrètes, presque timides. Une recrue qui ouvrait la porte pour Louis sans qu'il le demande. Un autre qui rangeait silencieusement le matériel devant le poste de garde. Personne ne cherchait à se faire remarquer, mais tous, d'une manière ou d'une autre, tentaient de montrer qu'ils avaient compris. Même Baptiste, d'ordinaire plus moqueur, adopta une posture plus mesurée. Il n'adressa jamais d'excuses directes, mais son comportement changea radicalement. Il participait aux corvées avec un sérieux inhabituel, évitait les plaisanteries faciles et restait en retrait lorsqu'on évoquait Louis. Il avait, à sa manière, compris qu'il avait franchi une ligne, et son silence était sa façon de réparer. Le subalterne Morel, de son côté, ne fit plus jamais allusion à l'incident. Il traitait Louis avec le même respect tacite qu'auparavant, comme si rien ne s'était passé. Mais dans ses ordres, dans ses gestes, dans sa manière de gérer la caserne, une nuance s'était installée. Il accordait plus d'autonomie aux recrues, les observait davantage, comme s'il attendait qu'elles mûrissent à travers cette leçon invisible mais marquante. Le plus frappant était sans doute le regard des nouvelles recrues, fraîchement, arrivées une semaine après l'incident. Elles ne connaissaient pas l'histoire, ignoraient les moqueries passées, mais ressentaient instinctivement la retenue collective. Dès le premier jour, elles remarquèrent que personne ne parlait à voix haute près du poste de garde, qu'aucune blague n'était tolérée à propos du vieil homme. Elles comprirent rapidement que Louis Dufresne n'était pas un employé ordinaire. Même sans savoir pourquoi, elles adoptèrent cette même réserve, cette même prudence dans leur attitude à son égard. Et Louis, imperturbable, poursuivait sa routine. Il écrivait toujours dans son petit carnet chaque matin, observait les allées et venues avec une précision sans faille, répondait aux salutations avec un simple hochement de tête. Il n'avait jamais revendiqué son passé. Il ne s'était pas défendu lorsqu'on l'avait raillé. Il n'avait pas corrigé ceux qui l'appelaient simplement le vieux. Et c'est justement cette absence de réaction, cette absence d'orgueil, qui en faisait un homme respecté au-delà des mots.
Dans la caserne, le silence devint une forme de mémoire. Il rappelait aux jeunes soldats que l'héroïsme ne portait pas toujours d'uniforme éclatant, qu'il n'était pas toujours affiché dans les discours officiels, ni gravé sur des médailles. Il pouvait se cacher derrière une grille rouillée, dans les pas lents d'un vieil homme au regard franc. Et ce silence-là, plus profond que tous les chants militaires, enseignait une chose essentielle. Le respect ne se commande pas, il se mérite. Par la droiture, par la constance, par l'humilité. Ainsi, jour après jour, sans grand discours, ni gestes spectaculaires, Louis Dufresne, ancien colonel devenu concierge, enseignait à sa manière une leçon de grandeur discrète. Et ceux qui l'avaient un jour méprisé devenaient, dans leur silence retrouvé, les gardiens involontaires de cette mémoire vivante. Une semaine s'était écoulée depuis que le mot « colonel » avait été prononcé. Depuis, Louis Dufresne continuait son service quotidien avec la même rigueur, sans jamais évoquer ce passé désormais connu de tous. Pourtant, le respect à son égard n'avait cessé de croître. Il n'était plus regardé avec indifférence ou condescendance, mais avec une discrète admiration que personne ne savait vraiment comment exprimer. Chaque jour, à mesure que les jeunes recrues prenaient conscience de la grandeur silencieuse de cet homme, un peu de leur insouciance s'effaçait, remplacée par une forme d'humilité nouvelle. Et c'est dans ce contexte particulier que le commandement annonça une conférence inhabituelle. Le chef de bataillon, rarement visible, fit une apparition dans la cour centrale, ce qui en soi constituait déjà un événement. Il rassembla les soldats en début d'après-midi, sous un ciel pâle et menaçant, et annonça d'un ton solennel « Demain, à 14 heures précises, vous assisterez à une intervention d'un vétéran décoré de nos forces. Présence obligatoire. » Aucune autre information ne fut donnée, pas de nom, pas de contexte. L'annonce, brève mais intrigante, éveilla immédiatement la curiosité de tous. Les discussions allèrent bon train pendant toute la soirée. Certains spéculaient sur un officier à la retraite venu parler des conflits récents, d'autres évoquaient un possible général en visite de courtoisie. Mais personne n'osa suggérer ce que beaucoup pressentaient sans vouloir y croire. Que le vétéran annoncé ne serait autre que Louis Dufresne lui-même. Le lendemain, les recrues prirent place dans l'amphithéâtre de la caserne. Il n'était utilisé que rarement pour les formations administratives ou les discours de fin de cycle. Le silence y était pesant. Tous étaient là assis droit, l'uniforme impeccable, l'œil attentif. Julien, Baptiste, Théo, Loïc, tous avaient pris place au premier rang, tendus comme des fils prêts à rompre. Il n'y avait pas de décor particulier, juste un pupitre simple et un drapeau tricolore à l'arrière-plan. Lorsque la porte latérale s'ouvrit enfin, un murmure discret parcourut la salle. Louis entra lentement, vêtu d'un uniforme parfaitement repassé, celui-là même qu'on avait vu sur la photo retrouvée. Son béret était incliné avec précision, ses décorations brillamment alignées sur sa poitrine. Il avançait sans se presser, posant chaque pas avec une exactitude presque militaire. Tous les regards étaient fixés sur lui, incrédules, fascinés. Certains retinrent leur souffle. Il monta sur l'estrade, s'arrêta un instant, puis posa ses mains sur les bords du pupitre. Il ne commença pas par se présenter ni par évoquer ses titres. Il regarda simplement la salle, balayant les visages, puis dit « Je ne suis pas ici pour être applaudi. Je suis ici parce que parfois, le silence ne suffit pas. » Il marqua une pause, et le silence dans la salle devint total, presque sacré. « J'ai servi pendant plus de 35 ans, dans des pays que vous n'avez jamais visités, sous des climats que vous ne supporterez probablement jamais. J'ai vu des hommes tomber. J'ai vu des décisions justes conduire à des pertes et des erreurs être couvertes par le bruit des canons. Il ne racontait pas des exploits, il ne décrivait pas des scènes héroïques. Ce qu'il partageait, c'était une vérité nue, simple, parfois douloureuse. Il parla de la solitude du commandement, de la responsabilité qui pèse quand chaque ordre peut changer une vie, de l'honneur qu'il faut préserver même quand tout autour pousse à la compromission. Il évoqua les conflits au Liban, la complexité des opérations en Afrique, la diplomatie fragile dans les Balkans. Ces mots étaient précis, sans emphase, porteurs d'une mémoire qui n'avait rien de spectaculaire mais tout de fondamental. Il parla aussi de son refus des promotions, de ses choix éthiques. « On m'a proposé des étoiles, j'ai refusé, non par fausse modestie, mais parce que je crois que certaines fonctions éloignent de la réalité. »
Je n'ai jamais voulu gouverner des chiffres. Je voulais rester proche des hommes, des vrais. Ceux qui doutent, ceux qui tombent, ceux qui se relèvent. Un frisson traversa l'auditoire. Plusieurs jeunes soldats, jusque-là sceptiques ou simplement ignorants, se sentirent bouleversés. Ce vieil homme que certains avaient raillé incarnait une forme d'idéal que la formation militaire seule ne suffisait pas à transmettre. Il n'était pas là pour imposer un modèle, mais pour ouvrir une fenêtre sur une autre manière d'être soldat, celle de l'écoute, de la retenue, du devoir discret. À la fin de sa prise de parole, Louis remercia brièvement les responsables de la caserne. Puis, sans chercher les applaudissements, il descendit de l'estrade. Mais la salle, dans un élan soudain et unanime, se leva. Pas un mot ne fut prononcé. Ce fut un silence debout, un hommage plus fort que n'importe quel tonnerre d'applaudissements. Louis s'arrêta un instant en bas des marches, regarda la salle figée, puis salua, main droite levée, avant de sortir comme il était venu, sans bruit. Après son départ, personne ne parla pendant plusieurs minutes. Ce silence, encore une fois, en disait long. Il n'y avait rien à ajouter. Chacun, à sa manière, comprenait que ce qu'il venait de vivre n'était pas une simple conférence, mais une transmission. Une passe de témoins invisibles entre une génération de devoirs et une génération en devenir. Et dans cette leçon muette, Louis Dufresne avait gravé son plus profond enseignement. La grandeur se tient droite dans l'ombre. Elle n'a pas besoin de lumière pour exister. Le lendemain de la conférence, la caserne tout entière semblait avoir été frappée par une onde invisible. Ce n'était ni la stupeur ni l'émotion vive qui dominait, mais un respect profond, presque religieux, comme si chaque recrue avait perçu que quelque chose d'essentiel avait été transmis, sans qu'il soit besoin de le nommer. Louis Dufresne, par ses mots rares mais lourds de sens, avait laissé dans chaque esprit une empreinte durable. Pourtant, pour Théo, cela ne suffisait pas. Une question persistait dans son esprit, têtue, obsédante. Pourquoi? Pourquoi un homme avec une telle carrière, un tel passé, avait-il choisi de vivre dans l'ombre, de n'être qu'un gardien de portail anonyme? Il attendit la fin de la journée pour agir. Le soleil déclinait lentement derrière les bâtiments, teintant la cour d'une lumière dorée. Les recrues retournaient à leur quartier, les bottes résonnant doucement sur les pavés humides. Théo, lui, resta en arrière, guettant le moment où Louis rangerait ses affaires, comme à son habitude. Lorsqu'il vit le vieil homme refermer le registre et ajuster son manteau, il s'approcha sans hésiter. « Colonel », dit-il doucement, ne sachant s'il avait le droit d'utiliser ce mot. Louis releva les yeux, sans sourire, mais sans hostilité non plus. Théo continua les mains jointes derrière le dos comme un élève devant son professeur. « J'aimerais comprendre. Pourquoi ce choix? Pourquoi être ici, dans ce rôle, après tout ce que vous avez fait ?» Il n'y avait dans sa voix ni défi, ni insistance, seulement une sincérité désarmante. Louis fixa Théo un long moment. Puis il posa son carnet sur la table, fit un signe de tête vers la chaise vide près de lui. « Assieds-toi, garçon. » Théo obéit. Il sentit que ce moment, rare, unique, devait être accueilli avec la plus grande attention. Louis croisa les mains sur ses genoux, observa l'horizon un instant avant de parler. « Quand j'ai quitté l'armée, on m'a proposé des postes honorifiques, des conseils stratégiques, même un fauteuil au ministère. J'aurais pu accepter, gagner confortablement ma vie, voyager, être invité à des cérémonies, à des commémorations. Mais tout ça, ce n'était pas pour moi, ce n'est pas là que je me sens utile. » Il s'arrêta, prit une respiration lente. « J'ai vu trop d'hommes disparaître pour des causes qu'ils ne comprenaient pas toujours. J'ai vu la politique ronger l'éthique. J'ai vu la mémoire se transformer en discours creux. Moi, je voulais rester là où je pouvais veiller, silencieusement. Être le dernier à partir, le premier à voir. » Théo ne dit rien. Il écoutait, fasciné. Louis poursuivit. « Ici, je vois les jeunes arriver. Je les observe, je reconnais leurs peurs, leurs forces, leurs failles. Et parfois, sans qu'ils ne s'en rendent compte, je les aide. Par un mot, un regard, un geste. Je suis là quand ils chutent, là quand ils se relèvent. Sans médaille, sans fanfare. Juste là. » Il se leva, marcha lentement vers le portail, posa la main sur la grille froide. « Le silence est devenu ma façon de servir. Parce que dans ce monde saturé de bruit, de jugement, de certitudes criées, trop fort il faut des hommes capables de rester calmes, de rester debout sans chercher à briller. C'est ça le vrai service. » Puis, se retournant vers Théo, il ajouta «
Je ne cherche pas à être admiré. Je cherche à faire ce que j'ai toujours fait, protéger. Mais maintenant, je protège sans armes, sans ordre. Je protège par ma présence, et pour cela, il faut être invisible. » Théo sentit une boule se former dans sa gorge. Il comprenait maintenant que Louis n'avait jamais fui la reconnaissance. Il l'avait dépassée. Il avait choisi une voie plus difficile encore, celle de la présence silencieuse, de l'engagement discret, du devoir continu même après les honneurs. Ce n'était pas un repli, c'était une élévation, une fidélité totale à ses principes. Ils restèrent là quelques minutes, côte à côte, sans parler. Le ciel s'assombrissait lentement et la fraîcheur du soir commençait à mordre la peau. Louis reprit son carnet, le rangea dans la poche intérieure de sa veste. « Tu sais, Théo, les grades, les médailles, les cérémonies, tout cela s'efface. Ce qui reste, ce sont les choix qu'on fait quand personne ne regarde. » Il tapota légèrement l'épaule du jeune homme, puis se dirigea vers la sortie sans attendre de réponse. Théo resta un long moment assis, seul. Il repassait chaque mot, chaque silence, chaque regard. Ce n'était pas une histoire glorieuse qu'il venait d'entendre, mais une vérité profonde, presque spirituelle. Louis Dufresne n'était pas un ancien colonel. Il l'était encore, mais sous une autre forme, une forme que peu comprendraient, que peu choisiraient. Et c'était précisément pour cela que son exemple avait tant de poids. Ce soir-là, Théo ne dormit pas vraiment. Il pensa à ses propres choix, à ce qu'il voulait devenir, à ce qu'il voulait transmettre un jour. Louis ne lui avait pas donné de réponse toute faite. Il lui avait montré un chemin invisible mais lumineux, un chemin que seuls les plus attentifs peuvent voir, un chemin de silence et d'intégrité. Le jour s'annonçait ordinaire, sans promesse, ni agitation particulière. Le ciel était bas, couvert d'un gris uniforme, et l'air portait une humidité pesante de celle qui annonce une tempête. Les recrues, désormais plus attentives, plus respectueuses, suivaient leur programme quotidien avec une discipline transformée. Dans la cour, les ordres étaient exécutés sans heurts, et même les voix les plus bavardes s'étaient habituées à la retenue. Louis Dufresne, fidèle à son poste, avait commencé la matinée comme toutes les autres, en ouvrant le portail à 6 heures précises, en notant les premières entrées dans son carnet, en balayant les feuilles mortes qui s'accumulaient près de la grille. Vers midi, alors que les premiers grondements de tonnerre roulaient au loin, un claquement inhabituel retentit dans les haut-parleurs de la caserne. Une alarme, brève mais stridente, fendit le silence, immédiatement suivie par une série de lumières rouges clignotantes dans les couloirs principaux. Une panne, une défaillance électrique soudaine. Le réseau de sécurité avait été compromis. Ce système, vieux de plusieurs décennies mais toujours utilisé, contrôlait les accès électroniques, les communications internes et les dispositifs d'alerte. D'un seul coup, les portes magnétiques cessèrent de fonctionner, les liaisons radio tombèrent, et les générateurs de secours ne prirent pas le relais comme prévu. Le chaos s'installa en quelques minutes. Les officiers couraient d'un point à l'autre, cherchant à identifier l'origine du dysfonctionnement. Des soldats restaient figés devant les panneaux de commande inertes, attendant des instructions. Les portes automatiques de certains bâtiments étaient bloquées, empêchant l'accès aux zones sensibles. La salle de commandement, pourtant centrale, était elle-même coupée de son alimentation principale. Le capitaine chargé de la maintenance tenta désespérément de relancer les systèmes, mais les redémarrages échouaient les uns après les autres. Dans ce tumulte, une silhouette se détacha du fond de la cour. Louis. Il avançait d'un pas calme, les mains dans les poches, observant sans dire un mot. Il passa devant plusieurs soldats qui ne le remarquèrent même pas, trop absorbés par le désordre ambiant. Lorsqu'il atteignit la salle de commandement, il constata que les jeunes techniciens s'agitaient sans méthode, manipulant les câbles avec précipitation, criant les uns sur les autres. Personne ne savait vraiment quoi faire. Louis s'approcha d'un vieux panneau en métal, presque rouillé, qu'il connaissait manifestement mieux que quiconque. Il posa la main dessus, examina les circuits visibles, puis se tourna vers un adjudant stupéfait. Il faut réinitialiser manuellement la matrice de secours. Les connexions principales sont inversées. Vous perdez du temps avec ces redémarrages à vide. Le ton était calme, posé, mais autoritaire. L'adjudant hésita une seconde, puis hocha la tête. Louis s'agenouilla, ouvrit une trappe oubliée. Au sol, révéla un ancien tableau de commande à levier. Sans un mot de plus,
Il ajusta 2 commutateurs, relança un disjoncteur, puis appuya sur un bouton gris, usé par les années. Une série de bips retentit. Les lumières cessèrent de clignoter. Le courant revint progressivement dans les unités principales. En moins de 3 minutes, les systèmes redémarrèrent. Les portes se déverrouillèrent, les radios se réactivèrent, les alarmes se turent. Les soldats, ébahis, regardaient, Louis comme s'il venait d'accomplir un miracle. Il se redressa lentement, essuya ses mains sur son pantalon, puis déclara simplement « Ce système, je l'ai vu être installé. Il a ses caprices, mais il obéit à ceux qui l'écoutent. » Puis, sans autre mot, il quitta la pièce. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les plus jeunes, qui avaient encore du mal à comprendre l'ampleur de ce qu'ils venaient de vivre, furent informés par les anciens. Louis Dufresne venait de sauver la base d'une paralysie totale, et il l'avait fait avec calme, sans donner d'ordre, sans uniforme, sans besoin d'autorité officielle. Simplement avec sa connaissance, son expérience, et cette manière unique de prendre les choses en main au moment exact où tout semblait sur le point de sombrer. Le commandant, en chef, alerté en urgence, convoqua une réunion. On y discuta longuement des failles du système, des erreurs humaines, des protocoles mal suivis. Mais au centre de toutes les discussions, un nom revenait invariablement. Dufresne. Pas avec surprise, mais avec un mélange de reconnaissance et de respect profond. Il fut décidé que son intervention devait être consignée dans les rapports internes, bien que Louis n'en ait jamais demandé mention. Plus tard dans la soirée, alors que le calme était revenu sur la base, Julien passa devant le poste de garde. Il s'arrêta un moment, regarda Louis qui buvait lentement une tasse de café en silence. Il n'osa pas s'approcher, mais cette fois, son regard était différent. Ce n'était plus seulement du respect, mais une forme d'admiration mêlée, de gratitude. Il comprenait enfin ce que signifiait l'expression « tenir une position ». Louis n'était pas resté dans cette caserne par habitude ou par nostalgie. Il était resté parce qu'il savait qu'un jour son savoir, son calme, son regard ancien sur les choses seraient nécessaires. Et ce jour était venu. Il avait agi, comme toujours, sans bruit, mais avec une efficacité que nul ne pouvait contester. Ce soir-là, alors que la pluie reprenait doucement, les jeunes soldats, dans leur quartier, parlaient à voix basse. Pas de blagues, pas de récits glorieux, juste des phrases sobres, des constats simples. Sans lui, on aurait été bloqué pendant des heures. Il connaissait tout jusqu'aux câbles enterrés. Il a tout vu, tout vécu, et il est toujours là. Et dans le silence qui suivit, chacun comprit qu'un héros n'est pas toujours celui qui se tient sur le devant de la scène. Parfois, il est celui qui reste à l'arrière, prêt à intervenir au moment juste, sans chercher la reconnaissance, sans besoin d'être acclamé. Juste pour faire ce qui doit être fait, parce que c'est son devoir, parce que c'est sa mission, parce que c'est sa manière de servir, même dans l'ombre. L'incident technique et l'intervention décisive de Louis Dufresne n'avaient pas seulement résolu une crise, ils avaient redessiné de manière irréversible les rapports humains au sein de la caserne. Il ne s'agissait plus de rumeurs, de suppositions ou même d'une conférence exceptionnelle. C'était un fait, tangible, vécu par tous. Sans lui, la base aurait été plongée dans le désordre total. Le vieil homme que l'on avait pris pour un concierge sans importance s'était imposé en silence comme un pilier central. Et cette révélation, qui s'était déjà installée insidieusement dans les esprits, devint désormais incontestable. Le lendemain de l'incident, un calme particulier s'abattit sur la cour. Il ne s'agissait pas du silence pesant d'un malaise, mais plutôt d'une forme de respect généralisé, d'une attention constante. Là où autrefois les regards glissaient sans s'arrêter, ils s'attardèrent désormais sur Louis avec une sincérité profonde. Les recrues ne faisaient plus semblant de l'ignorer, ni ne tentèrent de l'éviter par gêne. Elles cherchaient son regard, espéraient peut-être un signe, un hochement de tête, une forme de reconnaissance inverse. Mais Louis, fidèle à sa manière d'être, n'offrait ni sourire ni réprimande. Il continuait inlassablement à effectuer sa ronde, à tenir son registre, à observer. Théo, qui avait été le premier à percer le mystère, passait désormais du temps volontairement près du poste de garde. Il ne disait pas grand-chose, parfois rien, mais il restait là, participant à quelques tâches logistiques, prenant soin de garder les abords propres. Petit à petit, Julien le rejoignit, puis ce fut au tour de Baptiste. Leur présence n'était jamais bruyante, jamais intrusive. Ils étaient là,
simplement. Comme s'il comprenait enfin que le véritable apprentissage ne se faisait pas uniquement sur le terrain ou dans les manuels, mais au contact d'hommes comme Louis, dont chaque geste valait une leçon. Un après-midi, alors que la cour était presque vide, Julien se permit une question. Elle ne portait pas sur le passé militaire, ni sur les grades ou les décorations. Elle était simple, presque naïve. Comment vous saviez exactement quoi faire avec ce vieux système? Louis, qui inspectait à ce moment-là la serrure de la grille, s'arrêta un instant, parce que je l'ai vu naître, et parce que j'ai appris à écouter les choses avant de vouloir les changer. Julien ne répondit pas. Mais ce jour-là, il nota dans un carnet personnel cette phrase qu'il relirait souvent. Le respect dans la caserne prit des formes inattendues. Lorsqu'un officier venait inspecter les installations, les recrues s'assuraient que tout autour du poste de garde était impeccable. Lors des formations, on évoquait l'ancien colonel avec une prudence mesurée, sans jamais forcer les détails, mais en marquant l'importance de son exemple. Certains jeunes, impressionnés, commencèrent à poser des questions plus profondes sur les valeurs militaires, sur le sens du devoir, sur la discrétion, sur l'humilité. Et à chaque fois, un nom revenait non comme une légende, mais comme une référence vivante. Louis Dufresne. Ce changement ne passa pas inaperçu au niveau du commandement. Le chef de base, après une réunion avec Morel et d'autres officiers, prit une décision symbolique, proposer officiellement à Louis la réactivation de son titre honorifique de colonel, avec les avantages protocolaires qui l'accompagnaient. Il ne s'agissait pas d'une réintégration opérationnelle, mais d'un geste fort, un hommage vivant à sa carrière et à son action récente. La proposition fut rédigée, signée et remise en main propre à Louis dans une enveloppe, cachetée. Le lendemain, Louis se rendit au bureau du commandant pour y répondre. Il entra sans formalité, salua d'un geste sobre, puis tendit la lettre, intacte. « Je vous remercie, mon commandant, mais je décline. » Le commandant, surpris, insista avec politesse. « Ce n'est pas une simple formalité. C'est une manière de rendre justice à votre parcours. » Louis hocha la tête. « La justice, je la vois chaque jour dans le regard de ces jeunes. C'est suffisant. Le reste n'est que papier. » Et sur ces mots, il sortit. Cette réponse fut transmise avec son autorisation aux recrues qui en avaient entendu parler. Et loin de diminuer son image, elle l'éleva encore. Refuser les honneurs quand on les mérite, c'est affirmer une grandeur que peu possèdent. Ce refus fut perçu comme le prolongement naturel de tout ce qu'il incarnait, une vie de service, sans attente de reconnaissance, guidé par un sens de l'éthique inébranlable. Dans les jours qui suivirent, une forme de relation se tissa entre Louis et les jeunes. Pas une relation de maître à élève, ni de supérieur à subordonné. Quelque chose de plus fin, de plus rare. Une transmission implicite. Ils observaient ses gestes, écoutaient ses rares paroles, cherchaient dans ses silences les échos d'un monde qu'ils découvraient à peine. Chaque fois qu'il levait les yeux vers eux, ce n'était plus un vieillard qu'ils voyaient, mais un guide. Pas un héros mythifié, mais un homme debout, fidèle à ses principes, jusqu'au bout. Et ce respect nouveau, forgé dans le feu de leurs erreurs et des révélations successives, était devenu indélébile, plus fort que la honte initiale, plus durable que les médailles. Il était là, dans les actes quotidiens, dans les regards, dans l'attention portée à chaque détail de leur formation. Louis Dufresne n'avait pas seulement marqué leur passage dans cette caserne, il avait transformé leur conception même du mot « soldat ». Désormais, pour eux, servir ne voulait plus dire obéir. Cela voulait dire tenir. Tenir, même dans le silence. Tenir, même sans témoin. Tenir simplement, parce que c'est juste. Le ciel était clair ce matin-là, d'un bleu limpide, comme, rarement dans cette région de France, souvent couverte de nuages bas. La lumière filtrait entre les arbres qui bordaient l'entrée de la caserne, projetant de longues ombres sur les pavés encore humides de la rosée de la nuit. Il régnait dans l'air une atmosphère étrange, à la fois calme et chargée d'une tension légère, imperceptible, mais bien réelle pour ceux qui étaient attentifs aux détails. À l'aube, comme toujours, Louis était présent au poste. Il avait ouvert la grille à 6 heures pile, inscrit les premières entrées dans son carnet, balayé les feuilles tombées des peupliers. Mais ce matin-là, ses gestes semblaient porteurs d'un poids discret, comme s'ils contenaient une intention plus profonde que d'habitude. Les premières recrues à se présenter furent Théo et Julien. En le voyant, ils ressentirent instinctivement que quelque chose était différent.
Ce n'était pas dans son visage, toujours calme, ni dans sa voix, toujours mesurée, mais dans une certaine lenteur, une précision inhabituelle dans le pliage de son manteau, dans la façon dont il posait sa main sur le bois du portail. Julien, après un bref salut, s'arrêta une seconde, voulant poser une question, puis se ravisa. Il n'en avait pas besoin. Il comprenait déjà. À 7h30, alors que la routine battait son plein, Louis entra dans le bâtiment administratif. Il marcha droit, salua 2 soldats qui le croisèrent, puis frappa à la porte du commandant. Ce dernier l'invita à entrer, visiblement informé de sa visite. Louis posa calmement une petite enveloppe sur le bureau. « Mon commandant, il est temps pour moi de rentrer chez moi. » Le ton était posé, neutre. Il ne s'agissait pas d'une demande, encore moins d'une supplication. C'était une simple déclaration de fait irrévocable. Le commandant, visiblement ému, ne chercha pas à le faire changer d'avis. Il se leva, serra la main de Louis avec une fermeté sincère. « Vous avez donné plus que quiconque ici, colonel. Cette caserne vous doit beaucoup. » Louis répondit par un simple hochement de tête, puis tourna les talons. Il passa ensuite par la logistique, rendit les clés du poste, remit son carnet, soigneusement rempli. Il salua chaque personne qu'il croisait, non pas comme un adieu solennel, mais comme un dernier passage dans un couloir familier. Les officiers, les sergents, les caporaux, tous semblaient informés. Personne ne parla fort, personne ne pleura, mais les regards disaient tout. À 10h, il retourna au poste de garde une dernière fois. Il posa sur la table son badge, soigneusement rangé dans une enveloppe blanche. Puis il se dirigea lentement vers la grille d'entrée. C'est alors qu'il vit, alignés en silence de chaque côté de la cour, les jeunes recrues formés en rang droit, comme pour une inspection. Ils ne portaient pas d'armes, ni de drapeau, mais leurs uniformes étaient impeccables, leurs visages tendus d'un mélange d'émotion et de gravité. Le silence régnait. Pas un mot, pas un geste superflu. Louis s'arrêta une seconde, les regarda, puis reprit sa marche. À mesure qu'il avançait, les recrues levaient lentement la main à leur front dans un salut militaire parfaitement exécuté. Pas un ordre n'avait été donné. C'était une initiative spontanée, née du respect pur, de l'envie de rendre hommage à leur manière, dans leur langage. Théo, en tête du rang, avait les yeux brillants, mais il tenait sa posture avec fermeté. Julien, juste derrière, fixait droit devant lui, la mâchoire serrée. Même Baptiste, toujours plus léger, n'osait pas bouger, le regard rivé au sol, comme pour ne pas trahir l'émotion qui le gagnait. Louis passa entre eux comme un fantôme respecté, un souvenir encore vivant. Il ne dit rien, ne sourit pas, mais son regard croisait celui de chacun brièvement, intensément, comme une dernière transmission muette. Arrivé à la grille, il s'arrêta, se retourna, observa la cour une dernière fois. Puis il leva la main dans un salut lent, solennel, et ouvrit la grille. Il franchit le seuil, posa un pied dehors, puis referma doucement la porte derrière lui. Aucun claquement, aucun bruit brutal, juste le cliquetis discret du verrou, comme un point final, posé avec douceur au bout d'un chapitre immense. Il marcha ensuite, seul le long de la route bordée d'arbres, sans se retourner. Son pas était lent mais assuré. Il n'avait pas besoin de regard en arrière. Il savait ce qu'il laissait, et il savait que ce qu'il avait transmis continuerait à vivre. Dans le silence qu'il avait toujours cultivé, il avait semé plus que des ordres. Il avait semé du respect, de la dignité, une forme d'exemplarité rare. Et les jeunes, désormais, savaient. Ce matin-là, personne ne reprit immédiatement ses activités. La cour resta figée un long moment. Puis, lentement, les recrues se dispersèrent, mais leurs pas étaient différents. Plus mesurés, plus conscients. Il n'y avait eu ni discours ni cérémonie. Et pourtant, tout avait été dit. Parce que parfois, la grandeur ne s'exprime pas par des mots, mais par la façon dont on quitte un lieu. Et Louis Dufresne, en quittant la caserne comme il y avait vécu, venait de leur offrir sa dernière leçon. Partir sans fracas, c'est aussi une forme de noblesse. Le départ de Louis Dufresne, bien que discret, avait laissé une empreinte puissante et durable au sein de la caserne. Il n'y avait pas eu de cérémonie officielle, pas d'annonce publique, ni de mention dans les bulletins internes. Et pourtant, son absence devint immédiatement palpable. Chaque matin, le portail était ouvert par un autre soldat, une rotation entre différentes recrues désignées, mais aucune d'entre elles ne parvenait à reproduire la précision tranquille, la régularité presque rituelle avec laquelle Louis remplissait sa mission. Le claquement de la grille, désormais, n'avait plus le même son.
Il manquait quelque chose, un rythme, une présence. Les jours passèrent, puis les semaines. Les Usetais, plus anciens parmi les recrues, parlèrent de Louis entre eux avec un mélange de nostalgie et de respect. Mais ce qui frappa le plus, ce fut l'effet de sa mémoire sur ceux qui ne l'avaient jamais rencontré. À peine 2 mois après son départ, une nouvelle vague de jeunes soldats arriva à la base. Pour eux, le poste de garde était tenu par des visages inconnus, et personne ne leur présenta Louis Dufresne comme un employé actuel. Pourtant, très rapidement, ils entendirent parler de lui. Ce n'étaient pas des rumeurs, ni des exagérations. C'étaient des récits simples, transmis de bouche à oreille. Il y avait un vieux monsieur ici, un ancien colonel. Il ouvrait la grille tous les matins. Pas un mot de trop, mais il savait tout. Ou encore, le système de sécurité, c'est lui qui l'a sauvé pendant une panne. Il connaissait chaque vis de cette base. Les histoires circulaient sans embellissement, portées par un ton presque cérémonial. Louis n'était pas devenu un mythe. Il était devenu une référence, un repère. Dans la salle de repos, un tableau d'affichage accueillait désormais une petite plaque vissée au mur, discrète, sans dorure. Une simple plaque en métal brossé où l'on pouvait lire « Louis Dufresne, exemple d'honneur et de discrétion ». En dessous, un petit texte, visiblement rédigé par le commandant en personne, précisait qu'il avait servi la base pendant plusieurs décennies, d'abord en tant qu'officier, puis volontairement comme gardien, incarnant les valeurs fondamentales du service et du devoir silencieux. Ce geste modeste eut un impact considérable. Les jeunes, en lisant cette plaque, posèrent des questions. Pourquoi cet homme avait-il choisi de ne pas révéler son passé? Pourquoi rester ici, dans l'ombre, alors qu'il avait commandé des troupes, reçu des décorations? Ces interrogations, loin de s'arrêter à la simple curiosité, ouvraient une réflexion plus profonde sur ce que signifiait être soldat, sur la nature du leadership, sur la différence entre reconnaissance et respect. Théo, Julien et Baptiste, désormais dans les derniers mois de leur cycle de formation, prenaient souvent le temps de raconter à voix basse quelques passages de leur expérience avec Louis. Ils évoquaient le ton de sa voix, sa manière de corriger une erreur sans jamais humilier, son regard qui en disait long sans jamais juger. Il n'inventait rien, il se contentait de transmettre, et cette transmission devint une tradition non écrite. Certains jeunes commencèrent à adopter spontanément des gestes que Louis avait rendus naturels, noter avec rigueur les entrées dans les registres, vérifier 2 fois les serrures, s'assurer que les plus jeunes recrues comprenaient la responsabilité derrière chaque tâche, aussi banale soit-elle. Peu à peu, l'héritage de Louis se manifesta dans les attitudes, dans le soin apporté aux détails, dans le silence respectueux qui précédait chaque ordre donné avec justesse. Un jour, lors d'un exercice en terrain isolé, un jeune soldat, nommé Maxime, demanda à Théo « Tu crois qu'un homme comme ça, il savait qu'il allait laisser une trace ici ?» Théo réfléchit un moment, puis répondit « Je pense que ça n'avait aucune importance pour lui. Il n'était pas là pour ça. Il était là parce que c'était juste. Et c'est précisément pour ça qu'on s'en souviendra toujours. » La caserne ne changea pas de nom. Aucun bâtiment ne fut rebaptisé en son honneur. Il n'y eut pas de monument, ni de journée commémorative. Et pourtant, chaque nouveau venu finissait par entendre son nom, pas comme une légende de guerre, mais comme un rappel que la grandeur ne se crie pas. Elle se vit. Elle s'incarne. Louis Dufresne était devenu un fantôme bienveillant, non pas parce qu'il hantait les lieux, mais parce qu'il les avait habités avec une telle densité humaine que son absence en révélait la trace. Il avait fait de son silence un acte de transmission, de sa routine un exemple, de sa discrétion une forme suprême d'enseignement. Et ainsi, dans cette base militaire du centre de la France, les jeunes générations continuèrent de marcher sur des pavés qu'il avait foulés, d'ouvrir une grille qu'il avait tenue, de noter des noms dans un registre qu'il avait complété chaque jour avec soin. À chaque passage, à chaque garde relevée, à chaque salut devant le poste, on sentait, sans pouvoir le dire, qu'un regard invisible veillait encore, pas pour juger, mais pour rappeler. Rappeler qu'il existe des vies qui enseignent plus par leur présence que par leurs paroles, des hommes qui choisissent l'ombre non pour fuir, mais pour mieux éclairer les autres. Et Louis Dufresne, sans jamais l'avoir cherché, était devenu ce phare discret, un modèle silencieux, un héritage invisible,